Le président de la République a entamé aujourd'hui sa visite d'État dans le Woroba. Il s'est rendu à Ouaninou et à Koro où il a appelé les populations à promouvoir la paix. AGOA, MCC et aujourd'hui l'initiative Trade Africa, la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays africains éligibles à cette initiative qui ouvre la voie à l'intensification du commerce entre les pays africains et entre les USA et ces derniers. La Côte d'Ivoire et la France sont d'accord pour autoriser le voyage des détenteurs du passeport diplomatique sans visa. Une signature de documents a eu lieu aujourd'hui pour la mise en œuvre de cet accord. Au Burundi, l'élection présidentielle touche à sa fin. Le dépouillement des bulletins est bien terminé, mais aucune date n'a été donnée pour les résultats. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal du RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, le dossier EcoPlus, nous nous intéressons aujourd'hui aux TPE, très petites entreprises. Ce secteur de micro-entreprises proche de l'artisanat constitue l'autre face de l'économie ivoirienne. Les TPE, nous en saurons davantage dans quelques instants dans le dossier EcoPlus. Mais avant, rendons-nous dans le district du Woroba où le président de la République a entamé ce mercredi sa visite d'État. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est rendu à Ouaninou et à Koro dans la région du Bafing. Dans ces deux localités, il a animé un meeting à Ouaninou et à Koro. Le président Alassane Ouattara a appelé les populations à promouvoir l'unité, à poursuivre cet idéal qu'est la paix. Il a invité chacun à s'investir pour des élections apaisées et démocratiques en Côte d'Ivoire. Les populations ont fait des doléances au chef de l'État et leur a promis la réalisation de projets de développement dans leur région, notamment le bitumage de l'axe Touba-Ouaninou. Et nous serons dans quelques instants en duplex avec nos reporters sur place. Le journal en direct du Woroba, ce sera dans quelques instants. Avant le Woroba, le président de la République était à Brazzaville à l'invitation de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le président Alassane Ouattara est allé prendre part au forum économique annuel appelé Forum Forbes Afrique. Cette édition était consacrée à la révolution numérique sur le continent. Pour le chef de l'État, c'est un sujet incontournable pour le développement. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. La révolution numérique comme accélérateur de la croissance économique, c'est le thème du Forum économique Forbes Afrique 2015, le 4e du genre, organisé le 21 juillet 2015 à Brazzaville. Forum auquel a pris part le président de la République, Alassane Ouattara. Dans son allocution à cette occasion, le chef de l'État ivoirien a souligné l'importance du numérique dans le développement d'un pays. Le monde entier vit une révolution. Celle du numérique. Une révolution qui avance rapidement et qui bouleverse nos modes de production, nos modes de vie, notre façon de communiquer, d'échanger, de nous soigner, de travailler, de nous divertir, etc. C'est donc à juste raison que l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, et l'UNESCO considèrent désormais l'Internet comme un bien fondamental dont il faut assurer l'accès à tous les habitants de notre planète. Pour cela, il importe que nos États s'engagent résolument dans des politiques de développement et de vulgarisation des TIC via les opérateurs privés, mais également par des investissements publics directs destinés à corriger les faiblesses de nos marchés et bien évidemment à améliorer nos infrastructures. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié un vaste programme de vulgarisation du numérique qui s'est traduit entre autres par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire performant. Nous l'avons fait voter à l'Assemblée nationale il y a 2 ans et ces lois concernent les transactions électroniques, la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel. Pour le président Alassane Ouattara, les mesures prises par le gouvernement ivoirien en vue de la vulgarisation des TIC prouvent que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller à l'émergence sans le numérique. On en arrive au dossier EcoPlus. Les TPE, très petites entreprises, emploient en permanence
Moins de 10 personnes ou font un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 30 millions de francs CFA. Ce secteur des micro-entreprises très proche de l'artisanat constitue l'autre face de l'économie ivoirienne. Question, qui sont les acteurs de ce secteur? Quel est leur poids dans l'économie ivoirienne? Que faire pour faire passer ces micro-entreprises au stade d'entreprise prospère? Réponse dans le dossier EcoPlus signé ce soir. Noël Niagno. Maméry Diomandé, menuisier et ébéniste. Mademoiselle Odile Lacré, esthéticienne. Yao Kwasi, glacier. Issa, mécanicien. Voilà des visages d'un secteur, le secteur de l'artisanat, de la très petite entreprise. Les spécialistes sont vite fait de les classer dans le secteur dit informel parce que incapables pour certains acteurs du secteur de fidéliser leur clientèle, d'assurer leur pérennité, puis elles sont situées dans des espaces publics, des espaces squattés. Voilà qui ajoute à leur précarité et pourtant ces entreprises créent des emplois, génèrent des richesses. Dans un garage, le minimum d'employés qu'il y a, c'est au moins 10 personnes. Nous sommes ici devant un tapissier. Il a au moins 15 employés. Et sur toute cette ligne-là, il y a au moins 600 personnes qui travaillent. Donc 600 personnes qui travaillent dans une trentaine d'entreprises, on voit déjà les emplois que ce secteur dit informel génère. En plus, chacun d'entre eux paye au moins une taxe, soit à la mairie, soit un impôt synthétique parce qu'ils doivent donner des factures normalisées. Donc les acteurs du secteur informel contribuent réellement à l'économie ivoirienne. Si on est au moins 12, voilà, on travaille ensemble, c'est la famille en fait. Ici, bon, il y a un taulier, il y a un mécanicien, il y a un électricien, on travaille en collaboration ensemble. Des chiffres pour conforter cet avis. Ce secteur emploie 12% des actifs ivoiriens et regorge d'un potentiel de 960 000 entreprises. Ces données ont été réalisées par un bureau d'études international basé au Canada, consultant expert service Solutions INTE. Au-delà de ces données, les acteurs de ce secteur ont un savoir-faire avéré. Ça fait la 4e fois que je viens vers ces enfants-là, parce que j'ai trouvé en eux qu'ils avaient la bonne matière et ils étaient compétents. Ça m'a donné une satisfaction. Donc je reviens souvent. Issa, mécanicien de son état, est de ceux-là qui sont capables de tropicaliser les véhicules anglais sur la place d'Abidjan. Ils ne sont pas plus de 5. Les voitures qui viennent de l'Angleterre, volant à droite, moi je fais ça, je mets ça volant normal. 500 000, 400 000, 600 000, ça dépend des voitures. Tous ces éléments démontrent à souhait l'importance de ce secteur dans l'économie ivoirienne. Il faut donc travailler à structurer ces entreprises et les acteurs. Depuis 2007, l'Institut européen pour le développement des très petites entreprises, IECD, présent en Côte d'Ivoire, œuvre au renforcement des capacités de ces chefs d'entreprise. Premièrement, nous avons travaillé sur la structuration de son entreprise pour qu'il comprenne bien ce qu'il fait, pour qu'il sache qu'est-ce qu'il dépense, qu'est-ce qu'il reçoit comme argent au travers des outils comme le journal des caisses, le tableau de la rentabilité. On l'a amené aussi à calculer un salaire. On l'a amené à comprendre qu'il est un chef d'entreprise, à se fixer des objectifs et à travailler pour atteindre ces objectifs-là. Les premiers résultats donnent à espérer que demain sera différent. Aujourd'hui, j'ai jusqu'à 8 travailleurs qui travaillent ici et au chantier, il y a 5 qui travaillent au chantier. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de monter, il y a un hôtel qui est en train de construire. Moi, je suis en train d'exercer tout ce qui est comme meuble dedans. Il y a au moins 5 personnes là-bas. Il y a 3 qui sont là, il y a 2 qui sont à la machine encore. Il faut préparer les postes. Donc moi, je coordonne maintenant, je fais le tour. Quand je tourne, je viens le soir, je fais le point à un secrétaire. Je vais être un salarié à moi-même, je vais aussi aller à la retraite aussi, comme le fonctionnaire va à la retraite. Ça est dans mon cœur comme ça. Si je ne passe rien, c'est pour ça que dès maintenant, je travaille tous mes travailleurs. Je les encadre, même malgré les salaires n'est pas beaucoup, mais on travaille d'abord sur contrat. Je suis mère d'un enfant qui arrive à scolariser son enfant et mon enfant vient à peine d'avoir le CP. Aujourd'hui, je suis fière d'elle et j'arrive à pouvoir subvenir à mes besoins. Je n'ai envie à personne. Avec mon jeune comptable, avec ce qu'on a fait, j'ai eu au moins 30% de mailles bénéficiaires par rapport à avant. Parce qu'avant, je ne me retrouvais pas. Vous voyez? Maintenant, là, j'ai eu 30%. Et on met encore la main de Dieu prochainement. Parce que nous, on travaille beaucoup dans les fêtes. Bon, actuellement, il n'y a pas les fêtes, tout ça.
on est un peu plus bas. Sur la route de l'émergence, voilà une autre face de l'économie ivoirienne, source de croissance inclusive. Elle est à portée de main. Il reste à lui donner toute sa dimension à travers une véritable prise en charge des pouvoirs publics et éviter ainsi que ce monde ne reste sur le bas-côté de la route qui mène vers l'émergence de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le dossier Eco Plus proposé par le service économie de la rédaction. AGOA, MCC et aujourd'hui l'initiative Trade Africa. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays africains éligibles à cette initiative qui ouvre la voie à l'intensification du commerce entre les pays africains et entre les États-Unis d'Amérique et ces derniers. Trade Africa a été signé entre le gouvernement ivoirien et les États-Unis. Aujourd'hui même, on en sait plus avec Adama Koné. Signature de protocole d'accord, chaude poignée de main entre le ministre Dibi et l'ambassadeur McKinley. Échange de documents agrémentés de sourires. La Côte d'Ivoire est ainsi membre de l'initiative Trade Africa. L'objectif que nourrit cet important accord vise notamment l'intensification des efforts réciproques du gouvernement ivoirien et américain afin d'accroître le commerce bilatéral et le commerce intra-régional d'une part, ainsi que l'amélioration de l'environnement du commerce et de l'investissement avec les États-Unis et les marchés globaux d'autre part. Le commerce, c'est ce qui fait tourner les nations aujourd'hui. Le plus bel exemple que nous avons, bien sûr, avec les 70% d'intra-commerce que font l'Union européenne entre elle et l'Amérique et l'Asie, l'Afrique reste à un niveau très bas. Donc, je pense que Trade Africa apporte une réponse justement pour pallier à ce manquement. En plus, l'initiative Trade Africa va permettre aux pays bénéficiaires d'enregistrer une forte croissance inclusive couronnée d'un accroissement de l'emploi. Pour l'ambassadeur des États-Unis, la Côte d'Ivoire mérite sa place parmi les 5 pays africains admis à cette initiative. Le choix de la Côte d'Ivoire comme l'un des 5 nouveaux pays pour cette initiative est révélatrice de la foi que les États-Unis ont dans les mesures que le gouvernement de Côte d'Ivoire a prises pour améliorer votre économie. Nous sommes impressionnés par les réformes que vous avez faites pour améliorer votre climat des affaires. Nous voyons le rythme incroyable de construction et de développement des infrastructures tout autour de nous et savons que ce n'est que le commencement des projets encore à venir. Trade Africa est une initiative du président Barack Obama. Elle vient en appui à l'AGOA et au MCC. Les 5 pays africains retenus par cette initiative sont le Ghana, le Kenya, le Sénégal, le Mozambique et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire et la France sont d'accord pour autoriser le voyage des détenteurs de passeports diplomatiques sans visa. Une signature de document a eu lieu aujourd'hui pour la mise en œuvre de cet accord, nous explique Adama Koné. Aller en France pour les Ivoiriens ou venir en Côte d'Ivoire pour les Français, sans exigence de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. C'est le dernier fruit de la coopération entre ces 2 pays. Un accord rendu possible par la détermination du gouvernement ivoirien. Je peux dire que c'est une décision qui a été prise au plus haut niveau. Alors maintenant, nous sommes en train de mettre cela en œuvre. Maintenant, nous allons examiner les modalités pratiques pour mettre tout cela en œuvre, parce qu'il y a de la réciprocité. Hein, c'est un principe qui s'applique quand c'est comme cela. Donc ça devrait aller très très vite maintenant, puisque j'espère que d'ici septembre, octobre, on soit effectivement complètement en mise en œuvre. Le ménage a été fait et désormais la délivrance du passeport diplomatique est très sélective. On n'en sera pas à plus de 2000 au total. Hein. Avant, il y avait 40 000 qui avaient été distribués et là, le président de la République a pris des mesures rigoureuses pour crédibiliser le passeport diplomatique ivoirien. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais nous allons faire en sorte que effectivement, les mesures qui ont été arrêtées soient strictement respectées pour que nos passeports diplomatiques soient des passeports respectés à travers le monde. 2 décrets pris par la Côte d'Ivoire ont fortement pesé dans l'exonération de visa sur les passeports diplomatiques. Celui du 29 février 2012 réduisant le nombre de bénéficiaires et celui du 11 mars 2015 mettant fin à la validité des passeports diplomatiques non biométriques.
On parle à présent de réformes structurelles qui sont en cours de réalisation au ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. C'est une des contributions de l'Union européenne qui a financé 3 projets d'appui à l'Institut national de la formation judiciaire, mais aussi la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Explication avec Christelle Menon. Cette cérémonie marque la fin de 3 années d'un projet d'appui de l'Union européenne au ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés individuelles. 3 années durant lesquelles 2 entités de ce ministère, l'Institut national de la formation judiciaire et la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, ont coopéré avec une institution et 4 grandes écoles françaises. L'appui à l'Institut national de la formation judiciaire a permis notamment la production de nouvelles maquettes pédagogiques et d'un nouveau référentiel des métiers pour l'école de la magistrature ivoirienne et l'école du personnel pénitentiaire en Côte d'Ivoire. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons de toute la capacité pour non seulement concevoir des modules de formation, mais de les dérouler parfaitement tant au niveau initial qu'au niveau de la formation continue. D'autres formations ont été menées au bénéfice de l'école des greffes et de l'école de l'éducation surveillée. Des formations parallèles à l'appui accordé à la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Un appui qui a abouti notamment à l'élaboration d'un plan stratégique national pour cette structure qui ne possédait pas de véritable feuille de route. La toute première orientation, c'est qu'on arrive à une meilleure prise en charge du mineur. La priorité des priorités pour nous, ça a été d'abord de faire asseoir des systèmes cohérents au niveau de la prise en charge de ces enfants qui viennent à faire des faux pas. Cette coopération financée par l'Union européenne a été majoritairement pilotée à travers Justice Coopération Internationale, un groupement français d'intérêt public. Toutes les parties ont exprimé leur satisfaction. Les projets d'appui sont achevés, mais la coopération continue. Ça va être une autre phase qui va s'ouvrir. Mais on va quand même essayer de partir sur tout ce qui a été déjà capitalisé. La différence avec ce qui a été fait, ça va être la formation continue. Ces différents projets s'inscrivent dans un vaste programme de réformes structurelles en cours au ministère de la Justice. Des réformes voulues pour moderniser et rendre plus humain et plus accessible l'institution judiciaire ivoirienne. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu en octobre prochain. La ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, veut une couverture professionnelle de ces élections par les médias. Elle vient donc d'initier une séance de formation des radios de proximité à Grand Bassam. Herman Niamien. Les médias en Côte d'Ivoire ont été accusés à tort ou à raison d'avoir une part des responsabilités dans la crise post-électorale qu'a connue le pays. Bientôt, le pays va connaître une nouvelle période électorale. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA veut éviter les erreurs du passé. Une formation à l'intention des responsables des radios de proximité est donc initiée. Il s'agit, à travers cette formation, de rappeler aux radios privées non commerciales la conduite à tenir pendant la période électorale et leur donner les rudiments nécessaires afin qu'elles diffusent des messages d'apaisement pendant la période électorale. Si des élections ont lieu et que les médias chargés de couvrir, ou en tout cas de la couverture médiatique de cette élection-là, ne jouent pas leur rôle, les élections ne peuvent nullement être apaisées. C'est pour cela que la ACA a pris cette initiative. La ACA se doit de prendre des décisions pour spécifier cela. Et ces décisions vont être élaborées et publiées, vulgarisées en temps utile. Les États-Unis qui souhaitent des élections justes, inclusives, paisibles et transparentes en Côte d'Ivoire, à travers l'USAID, soutiennent cette initiative de la ACA. Pour les États-Unis, la Côte d'Ivoire est un pays très important. Nous soutenons le processus d'une élection apaisée, transparente et inclusive parce que la bonne gouvernance est une des bases principales de l'émergence. Ce séminaire de formation à l'intention des responsables des radios de proximité est le début d'une série de formations que la ACA entend initier au profit des médias ivoiriens. La plateforme des mouvements de soutien pour la réélection d'Alassane Ouattara installe sa section communale d'Adjamé. Ousmane Kamara, c'est le nom du président de cette section qui a été présenté à la délégation du directoire de la plateforme des mouvements de soutien. Le reportage de Gabriel Zani. Une autre section communale installée ce lundi 20 juillet par la plateforme des mouvements de soutien à Ado PMS Ado. La section communale d'Adjamé compte au moins une vingtaine de membres présentés aux militants.
Le président de ce détachement du mouvement de soutien a une mission, faire du porte-à-porte pour rallier les plus hostiles de la commune d'Adjamé à la cause d'Alassane Ouattara. Nous allons faire porte-à-porte, toucher tout le monde, on ne va pas exclure personne, on va aller avec tout le monde. Nous allons travailler davantage pour que le soir des élections, le président de la République sorte avec un pourcentage de 99% à Djamé. Le PMS ADO continue de tisser sa toile pour la victoire du chef de l'État au premier tour du scrutin d'octobre 2015. Cette représentation communale n'est pas la première. Elle intervient après l'installation de celle de Bingerville, Port-Boué et Koumassi. C'est un vaste mouvement d'ensemble pour que le président Ouattara gagne à un live score dans un climat apaisé. Les plateformes de moyens de soutien ne sont pas des concurrents au RACDP, ce sont des apports, sont des soutiens pour aller aider les coordinateurs d'activité sur le terrain pour que le président Ouattara gagne pour le bonheur des Ivoiriens. Le directoire de la plateforme des mouvements de soutien prévoit de tenir un grand meeting le 15 octobre 2015, place Figayo à Yopougon. Pour Jean-Blégui Grao, ce sera un grand rassemblement, une démonstration de force. 7 membres de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire ont officiellement fait leur entrée dans les rangs de l'Union pour la démocratie et la paix, l'UDPCI. C'était au cours d'un point de presse organisé ce matin au siège du parti. Les raisons de ce choix politique expliquées dans ce reportage de Christelle Menon. Une nouvelle adhésion et non des moindres au parti Arc-en-Ciel. 7 ex-membres de la FECI, tous anciens secrétaires généraux, ont officiellement adhéré à l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est en ces termes que leur porte-parole l'a annoncé. Nous avons décidé de façon responsable, en toute conscience, d'appartenir au parti fondé par le général Gueye, qui aujourd'hui est dirigé par le très jeune, dynamique et charismatique président, le docteur Albert Mabrouk-Touakesh. Jean Ekoun était surnommé Général Valdo au sein de la FECI, cette fédération estudiantine qui aura marqué les universités et la Côte d'Ivoire avec de nombreux épisodes de violence. À la question pourquoi l'UDPCI et pas un autre parti, Jean Ekoun répond ceci. L'UDPCI présente le meilleur paradigme. Il faut changer de paradigme, il faut changer de manière de penser, de manière de réfléchir. Le docteur Albert Mabrouk-Touakesh s'inscrit dans cette logique-là, de leaders qui sont pacifiques. L'UDPCI doit le ralliement de ses ex-membres de la FECI au président de la jeunesse du parti. Franck Adiko, lui-même ancien membre de la FECI, n'a semble-t-il pas manqué d'arguments pour convaincre. Il y a de la place pour ces jeunes-là qui sont assez outillés à la pratique de la chose syndicale, mais qui représentent l'antichambre de la politique. Nous leur avons dit que l'UDPCI est le parti qui pourrait effectivement leur donner tout l'espoir qu'il faut, le parti qui pourra leur permettre de pouvoir s'exprimer, exprimer toutes leurs valeurs, exprimer tout ce qu'ils ont appris dans le milieu étudiantin scolaire. À l'UDPCI, on sait déjà quelle sera l'utilité de ces nouvelles recrues. Ils vont travailler auprès de la jeunesse de notre parti à mobiliser la jeunesse ivoirienne qui constitue plus de 70% de la population afin que les jeunes s'intéressent, n'est-ce pas, aux idées que le parti diffuse. En ralliant l'UDPCI, Général Valdo et les 6 autres camarades ex-secrétaires généraux de la FECI s'engagent aussi à mobiliser la jeunesse pour la réélection d'Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Le Conseil Café Cacao renforce le dispositif sécuritaire dans les zones de production. Il vient de faire des dons aux forces de sécurité. Il s'agit de dons en nature et en espèces d'un montant de 400 millions de francs CFA. C'est un reportage d'Amza Diaby. 9 véhicules, 19 motos, 5 radios portatives, 3 lunettes de visée nocturne et des frais de fonctionnement d'un montant global de 400 millions de francs CFA. Voilà le don du Conseil Café Cacao au ministère en charge de la Défense. Don offert par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture. Pour Lambert Kwasi-Konon, président du conseil d'administration du Conseil Café Cacao, cet engagement vise à équiper efficacement les forces de défense dans la sécurisation des zones caféières et cacaoyères. Nous constatons que depuis qu'il y a une évolution favorable des prix, et que les paysans gagnent beaucoup, j'ai annoncé le chiffre tout à l'heure, 1300 milliards pour une année, c'est beaucoup. Et bien depuis que les malfrats constatent cela, naturellement, eux aussi s'organisent pour déposséder les populations du fruit de leur travail. Nous
tenons à encourager les forces de l'ordre, le ministère de la Défense, dans sa lutte contre tous les malfrats, et en particulier ceux qui ont décidé de nuire à nos parents producteurs. Alexis Aonzo, le directeur de cabinet du ministre chargé de la Défense, s'est dit fier de ce partenariat qui dure déjà depuis 3 ans. Nos éléments sur le terrain vont être plus mobiles pour assurer la sécurité des populations et notamment des producteurs. Cette cérémonie a ceci de bien qu'elle renforce l'idée que nous avons que l'économie du pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, cette agriculture-là essaie de soutenir donc la sécurité et ne peut que s'en réjouir. Par ce coup d'accélérateur donné sur l'un des véhicules reçus, le général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major général adjoint des FRCI, chargé des opérations, exprime ainsi sa joie pour ce don qu'il juge inestimable. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient de tenir une rencontre avec des experts pour valider 3 avant-projets de textes juridiques en matière de gestion des produits chimiques. Il s'agit notamment de projets de loi portant gestion des produits chimiques. Explication avec Issa Yeo et Adama Kone. Les problèmes environnementaux et sanitaires générés par la production, l'usage et le commerce des produits chimiques sont réels dans le monde. La Côte d'Ivoire, signataire de plusieurs conventions en la matière, n'y échappe pas. Pour trouver une solution à ces problèmes environnementaux, 3 avant-projets de textes juridiques font l'objet d'une rencontre des experts à Abidjan. Il s'agit 2 jours durant pour ces experts d'analyser, d'amender et de valider ces textes juridiques relatifs à la gestion des produits chimiques. L'ensemble de ces conventions que nous avons ratifiées visent essentiellement à protéger l'environnement et la santé humaine. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des ministères et le secteur privé et les ONG pour regarder ensemble le contenu de ces textes pour qu'on ait un texte consensuel et pouvoir le transmettre au secrétariat du gouvernement afin que le dispositif réglementaire de la Côte d'Ivoire sur la gestion des produits chimiques d'une manière générale soit renforcé. Ces 3 avant-projets sont du fait de 5 ministères. Il s'agit des ministères de l'économie et des finances, de l'industrie et des mines, de l'agriculture, de la santé et de la lutte contre le sida et du budget. Hors de la Côte d'Ivoire, un double attentat a secoué aujourd'hui la ville de Maroua, capitale de la région de l'extrême nord du Cameroun. On compte plusieurs morts et des blessés. Cette province est régulièrement ciblée par Boko Haram qui y sévit depuis 2013. C'est le 2e attentat suicide au Cameroun en 10 jours. Le 13 juillet dernier, un double attentat suicide avait tué 10 civils et un soldat cadien à Fotokol dans la même région. Voilà, et dans l'actualité nationale, le président de la République a entamé aujourd'hui sa visite dans le Woroba, visite suivie pour nous par nos envoyés spéciaux. Nous cédons à présent l'antenne à Biba Dambele Sawe pour le journal en direct du Woroba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de la mairie de Séguéla. Après le district du Denguélé, le président de la République effectue depuis ce mercredi une visite d'État dans le district du Woroba et ses 3 régions, à savoir le Bafing, le Worodougou et le Béré. Et pour le développement de ces régions, le président Alassane Ouattara a investi près de 80 milliards de francs dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Le président de la République est arrivé donc accompagné de son épouse en pays Maou pour communier ce mercredi avec les populations de Ouaninou et les populations de Koro. Mais avant sa visite d'État dans le Woroba, le chef de l'État accompagné de son épouse a marqué un arrêt à l'aéroport de Mans où il a été accueilli par le corps préfectoral, les cadres, les élus, les chefs traditionnels et les populations de la région de Tonkpi. Reportage connu par Gasso. C'est aux environs de 10h30 que l'avion transportant le président de la République, Alassane Ouattara, s'est posé à l'aéroport de Mans, chef-lieu de région du Tonkpi. À sa descente d'avion, le chef de l'État et son épouse ont été accueillis par le corps préfectoral, les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les populations de cette région, fortement mobilisés, ceux
malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Mans. Ils ont eu droit à une petite adresse du président de la République. On est en route pour Touba. Voilà, on est très heureux d'être là. On reviendra à Mans. L'escale du président Alassane Ouattara à l'aéroport de Mans. Une escale appréciée par les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les populations de cette ville. Le président a décidé d'atterrir à Mans et c'est donc une bonne occasion pour nous de le recevoir, de lui apporter notre soutien et de permettre à nos parents de lui apporter leur bénédiction pour que cette mission dans le Woroba se passe très bien. Vous avez vu aujourd'hui, malgré la pluie, la population est sortie massivement pour voir le président. En tout cas, nous, on est satisfaits. Je pense que la population de Mans a eu exactement ce qu'elle voulait, c'est-à-dire voir le président avant son étape de Bafing. On est content, on est déjà en joie pour le président, pour accueillir le président Alassane Ouattara. Après 15 minutes d'escale, le chef de l'État et son épouse ont pris place à bord de l'hélicoptère présidentiel. Direction la ville de Wainou dans la région du Bafing, où il est attendu pour son premier meeting qui ouvre une série dans le district du Woroba. Suivez maintenant avec notre reporter Thomas Guessambi l'accueil réservé ce matin à Touba au président Alassane Ouattara et à son épouse Dominique, visiblement heureux d'être à Touba. Quand la muraille naturelle de Touba, pays Maouka, s'ouvre à l'aéronef transportant le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique, nous sommes en fin de matinée. Foulant le sol au corridor sud de la ville, le président de la République a un temps pour la presse avec laquelle il partage ses tout premiers mots de la première étape de sa visite d'État dans le district du Woroba. Je viens d'arriver, je suis très heureux d'être ici à Touba, dans le Bafing. Vous savez, c'est un moment fort pour moi. J'aime beaucoup cette région qui m'a adopté d'ailleurs. Et nous allons tout à l'heure dans l'après-midi à Waninou, ensuite à Koro. Donc nous avons aussi un grand meeting que nous animerons demain. Et cela me donnera l'occasion de m'adresser à la population, surtout de les remercier pour tout le soutien dont j'ai toujours bénéficié ici. Donc je suis chez moi et je suis heureux d'être ici. Madame Ouattara aussi, bien sûr. Réservant la teneur de son message aux populations au cours des meetings et autres rencontres qu'il aura, c'est avec empressement que le cortège présidentiel prend la direction de Toubako, un lieu dit où l'accueil officiel doit se faire. Le président de la République Alassane Ouattara reçoit les honneurs dus à son rang par le monde militaire avant le début de sa communion fraternelle. Le Premier ministre, les chefs des institutions, les membres du gouvernement, les autorités administratives et politiques, les cadres de la région et du district du Woroba, tout presque sont à l'entrée de la ville pour accueillir Alassane Ouattara, devenu président de la République. Pour lui dire Anisre et l'accompagner dans la ville. Les cris, il y en a eu, l'enthousiasme également, tout comme les couleurs tout au long d'un trajet pour souhaiter au couple Ouattara la bienvenue. Respect d'agenda oblige, c'est très vite que le couple présidentiel prend ses quartiers dans le périmètre résidentiel de Touba. Question de s'apprêter pour répondre aux exigences de cette première journée. Le département de Waninou, première étape de cette visite d'État, a bénéficié de plus de 3,5 milliards d'investissements dans les domaines de l'électricité, de l'eau, des infrastructures routières et de la réhabilitation d'infrastructures administratives. Le président Alassane Ouattara a communié avec les populations de ce département situé dans la région du Bafing. Le chef de l'État les a remerciés pour leur soutien. Compte rendu, Viviane Aïma. Si Waninou a constitué la première étape de cette visite d'État dans le district du Woroba qui a démarré par la région du Bafing, les populations de ce département situé aux confins du nord-ouest, à la frontière avec la Guinée, mesuraient avec grand bonheur la chance qui leur est donnée de pouvoir accéder à de meilleures conditions de vie grâce au programme d'équipement de la Côte d'Ivoire mené depuis 4 ans par le président de la République Alassane Ouattara. D'où la forte mobilisation de l'ensemble du département pour le recevoir et lui exprimer tous les espoirs placés en lui. Aujourd'hui, Waninou est à l'honneur
Et nous en sommes fiers car c'est l'occasion pour nous de recevoir notre part de bonheur. La population du département de Ouanino est sortie massivement pour vous dire merci, mais aussi vous exposer ces difficultés et vous soumettre les doléances dont les détails sont donnés dans le livre blanc qui vous sera remis. La population de Ouanino prend solennellement l'engagement de vous accorder son suffrage à plus de 95% au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Joignant l'acte à ces déclarations de soutien, les populations des 107 villages que compte le département ont offert des présents significatifs au président de la République et à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qu'elles ont remercié du fond du cœur pour ses nombreuses actions en leur faveur. Comme il le fait lors de toutes ses rencontres avec les populations, le président de la République a fait un don en numéraire aux différentes composantes de la population de Ouanino, le tout d'un montant de 16 500 000 francs. En plus de ce don, le département de Ouanino a reçu, à l'instar de tous les départements déjà visités par le chef de l'État, son lot de véhicules de type 4x4 destinés aux autorités préfectorales, une ambulance et des véhicules de salubrité. Et pour parachever le tout, la joie de trouver auprès du président de la République un écho favorable aux nombreuses doléances exprimées. Chers parents, je sais que vous attendiez cette visite depuis longtemps. Depuis 2009, cela fait bientôt 6 ans. Mais vous pouvez être rassurés, moi aussi j'avais hâte de revenir ici, de venir vous voir, mais de venir vous dire aussi ce que nous sommes en train de faire pour la nation. Et pour, bien sûr, Ouanino, nous avons commencé le travail avec le programme présidentiel d'urgence. Et beaucoup de choses ont été réalisées ces derniers temps. Mais vous savez, je sais que Ouanino manque de beaucoup de choses. Bien que nous ayons déjà entrepris, bien sûr, d'importants travaux de réhabilitation, des routes, de construction dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité et des infrastructures. Mais tout cela est largement insuffisant. Donc je prends l'engagement d'accélérer et de faire beaucoup plus pour Ouanino. Et j'ai bien noté les doléances faites par monsieur le député. Et je lui ai dit d'ailleurs que nous allons bien sûr les étudier avec le plus grand soin et nous ferons en sorte de satisfaire les principales doléances. Et je note notamment le bitumage de certains axes routiers, tels que l'axe Touba-Ouanino, Ouanino-Sawela, ou encore Ouanino-Santa Frontière-Guinée. Oui, vous avez parlé de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, et cela est déjà en cours. Et vous savez que cela continuera. Comme lors de ses précédentes visites d'État, le président de la République a rendu hommage une fois encore au président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daoukro. En raison de la proximité de Ouanino avec la Guinée, en proie depuis plusieurs mois à une épidémie de fièvre à virus Ebola, le président de la République a félicité les populations du département de Ouanino pour leur vigilance qui a empêché la diffusion de l'épidémie sur le sol ivoirien. Je voudrais vous féliciter, chère population, pour la vigilance et la mobilisation dont vous avez fait preuve pour que la Côte d'Ivoire ait été épargnée de la fièvre Ebola. Nous avons apporté notre soutien aux pays voisins, d'ailleurs à tous les 3 pays, pas seulement les voisins, la Guinée et le Libéria, mais également la Sierra Leone, pour que ces pays puissent se débarrasser de ce virus. Et nous continuons de prier pour qu'il en soit ainsi, car la maladie est un fléau qu'il faut combattre. Donc je vous remercie pour votre vigilance et je vous demande de continuer cette vigilance, parce que, voyez-vous, ces pays ont perdu beaucoup de temps et beaucoup de richesses à cause de la fièvre Ebola. Nous souhaitons qu'ils puissent se débarrasser de cette épidémie le plus tôt possible et je vous demande de tout faire pour éviter que
cela puisse atteindre notre beau pays. Si le meeting de Ouaninou a constitué l'ouverture, le président de la République a donné rendez-vous aux populations au grand meeting du jeudi à Touba pour présenter son programme de développement pour le Bafing. Avec Mamadou Kouassi, suivez l'ambiance qui prévalait très tôt ce matin à Ouaninou jusqu'à l'arrivée du président Alassane Ouattara sur le lieu du meeting. Il est 7h30 quand nous arrivons à Ouaninou, chef-lieu de département et première étape des moments d'échange du président Alassane Ouattara et le peuple du Woroba. Commerces et ménages sont tous hermétiquement fermés. Les populations ont pris d'assaut depuis 6h du matin la terre principale de la ville de Ouaninou et la place publique. Ces populations à majorité agriculteurs et éleveurs ont tout abandonné ce jour pour communier avec le chef de l'État. Car dans l'histoire de leur vie, jamais un chef de l'État n'a foulé le sol de ce département frontalier de la Guinée. J'étais en voyage, mais quand on m'a dit qu'il venait chez nous, au Bafing, j'ai dit qu'il fallait me déplacer. On a fait le choix des uniformes même dont on payait lundi à aller déposer. On a supplié les tailleurs même pour qu'ils viennent nous faire le plaisir. Chaque village est venu avec son groupe d'animation pour exprimer sa joie de rencontrer le président de la République Alassane Ouattara et surtout lui témoigner leur reconnaissance pour les nombreux projets de développement entamés dans leur région. Quand le président de la République Alassane Ouattara arrive, c'est la liesse populaire. Enfants, jeunes, femmes et vieillards, tous veulent le toucher. À cette première étape, les populations sont venues des 159 villages de ce département, avec à leur côté une délégation des chefs traditionnels BT. Avec cette mobilisation, Ouaninou, érigé récemment chef-lieu de département, a voulu montrer son attachement au président Alassane Ouattara. Avant le moment de communier avec les populations, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires à son arrivée à Ouaninou. Ouaninou et Koro, dans la région du Bafing, ont bénéficié d'importants investissements dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Ouaninou et Koro ont vu l'extension de leur réseau électrique et le renforcement de l'éclairage public et le reprofilage de leurs pistes. Ce sont plus de 6,5 milliards qui ont été investis dans ces deux localités. Suivez le reportage de Atoubé Jeune. Il est plus de 19h à Ouaninou. Sur la rue principale de la ville, les réverbères brillent de tout leur éclat. Les lampes défectueuses ont été toutes remplacées par de nouvelles. La ville de Ouaninou a bénéficié du renforcement de son éclairage public, financé à hauteur de 30 millions de francs CFA par le programme présidentiel d'urgence. Il y a eu beaucoup d'augmentation des poteaux au niveau des rues. Toutes les voies qui ont été dégagées, il y a eu beaucoup d'électrification sur ces points-là. Toutes les voies qui ont été ouvertes, ont été plantées de poteaux un peu partout. Ouaninou est divisé de 3 quartiers. Le quartier Kokoma, de Moussungro, Vayala, et même il y a les sous-quartiers qu'on appelle d'Oulena qui n'ont pas bénéficié encore d'électrification. Plusieurs villages de la sous-préfecture de Ouaninou jubilent de leur accès à l'électricité, comme ici à Tiaoui. Dans ce village, des poteaux électriques sont dressés, munis de leurs lampadaires et attendant d'être raccordés au réseau électrique national. La même réalité est observable dans les villages du département de Koro ou dans la ville même. Le renforcement de l'éclairage public et l'extension du réseau électrique financé pour 30 millions de francs CFA par le PPU vient comme une contribution inestimable aux efforts de la municipalité. Le problème de l'électrification était dans notre programme triennal, était dans le budget même de cette année. Donc avec l'électrification qui a été prise en charge, l'extension de l'électrification et l'extension des adductions d'eau qui ont été prises en charge grâce à l'arrivée du président de la République. Koro est un chef-lieu de département, nous n'avons pas de brigade de gendarmerie, nous n'avons pas de commissariat. Ça, ce sont des éléments qu'il nous faut actuellement parce que Koro est un département qui est annexé à une frontière. En attendant, la ville de Koro a bénéficié de l'ouverture des routes à l'intérieur de la cité, facilitant l'accès des populations d'un quartier à un autre. Plus loin à Ouaninou, le programme présidentiel d'urgence a réalisé la même opération. De l'ouverture de routes au reprofilage des pistes dans le Bafing, ce sont plus de 628 millions de francs CFA qui ont été investis. C'est la fin de l'enclavement de plusieurs villages et l'offre de réelles perspectives de lutte contre la pauvreté aux populations, spécialement
celle du département de Ouaninou où l'activité agricole est très dense. Vraiment, les populations sont très joyeuses parce qu'ils sortent d'un enclavement. Donc les ouvertures des voies leur donnent une lueur d'espoir pour pouvoir vendre leurs produits. C'est sur moto, on prend les marchandises pour envoyer au marché. Il n'y avait plus de route. La route était totalement coupée. Les bois même, les gros bois là, les arbres là, et ils barrent la route. Quand il y a vent, quand ça barre la route, on ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le temps de Ado a changé tout pour nous. Dans le département de Ouaninou, autant que dans celui de Koro, le PPU est fortement attendu pour combler les nombreux manques en termes de progrès et de développement. Car aujourd'hui encore, de nombreux villages comme Farako, à 2 km de Koro, ne sont pas dotés d'infrastructures au plan santé, adduction en eau potable, éducation et routes. Malgré les efforts louables du Conseil régional du Bafing, aux moyens modestes, seule l'intervention de l'État à un degré élevé peut aider cette région à se réveiller de son long sommeil. Et pour ce qui est fait déjà par le PPU, 4 milliards d'investissements en 5 ans, les populations de Bafing sont en droit d'espérer. Le président de la République a animé un meeting à Koro en fin d'après-midi et les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Notre reporter Kwasi Mamadou était à Koro. Il a recueilli quelques réactions. Un message fort, un message de cohésion, un message de paix, un message motivant pour la population, pour les conflits à bloc, pour l'émergence et pour le développement. Nos attentes sont déjà comblées. Comblées par le fait même qu'il ait pris l'intention de venir ici. Ça veut dire qu'il porte Ouaninou dans son cœur. Cela nous suffit largement. Mais certainement, on peut avoir d'autres besoins. Au regard de ce que nous constatons en termes de réalisation, en termes d'ouvrage sur le terrain, je pense que c'est un avenir meilleur, un avenir radieux pour nous et pour nos populations. C'est une très belle visite. C'est une opportunité pour les ressortissants de Ouaninou d'exprimer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et surtout de transmettre nos doléances par rapport à tout ce qu'il y a comme développement à faire dans la région. Ça fait au moins 15 ans que les routes d'ici n'étaient pas grattées. Mais vous voyez aujourd'hui, toutes les routes sont grattées. On a accès à presque tous les villages. Nous sommes convaincus que vraiment cette visite-là va apporter la cohésion sociale et véritablement apporter le développement de la Côte d'Ivoire pour que nous ne puissions pas être à la traîne du train de l'émergence du président Alassane Ouattara. Que le président sait que nous, à Ouaninou, à Touba, nous le soutenons à 100%. Alors donc cette visite vraiment est pour nous importante. Cette visite a permis de rapprocher les cadres de la région. Ça, il faut le dire, c'est vraiment salutaire. Nous, autres jeunes administrateurs, ça nous a permis de faire la connaissance de nos aînés dans le corps, de pouvoir nous approcher. Mais ce qu'il faut beaucoup retenir, c'est le projet de développement pour la région de Ouaninou. Il en a déjà fait beaucoup, mais il vient de prendre d'autres engagements dans le domaine de l'éducation nationale au profit et au bénéfice de nos parents. J'aimerais sincèrement le remercier et dire que tout le peuple Mahou, particulièrement le peuple de Ouaninou, reste entièrement mobilisé derrière lui. Quand il y a développement, c'est la route. Ce qui nous a promis comme un bitumement de la route, de Ouaninou à Savela, vraiment, ça va au droit au cœur. Pour les élections, il n'y a pas de problème. Ici, là, 89%. Je crois 89%, il n'y a pas de problème. 99%, il n'y a pas de problème. Le président a lancé de grands chantiers pour la région. Cette région qui a été, comme il a dit lui-même, depuis des années a été abandonnée. Et grâce au président, notre département va connaître un nouveau jour avec des réalisations pour repousser la pauvreté. Le riz constitue la première denrée cultivée dans notre région. Et donc nous pensons qu'avec la visite du chef de l'État, cette production va encore connaître une augmentation et ça va permettre à la population d'améliorer ses conditions de vie et d'existence et donc de prendre part à l'émergence de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant aux activités de la Première Dame. Madame Dominique Ouattara a visité le centre professionnel Léonardi de Touba dès son arrivée dans la capitale du Bafing. Dans l'après-midi, des milliers de femmes ont reçu des chèques des mains de Dominique Ouattara dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Tous ces reportages vous seront proposés
Dans nos éditions de demain, puis demain après-midi, le président de la République sera à Kani. Kani est l'un des départements de la région du Ourodougou. L'action sociale de la première dame Dominique Ouattara, avant la visite d'État de son époux, a bénéficié à ce jeune département. Dans la cour de la préfecture de la ville, Yao Patricia Sylvie, directrice de cabinet de Mme Dominique Ouattara, a remis officiellement des dons pour différents domaines et ces dons ont profité aux femmes et aux jeunes, valeur 100 millions de nos francs. Thomas Guessambi. Derrière cet édifice, enviable certainement, la préfecture de Kani, fruit d'un programme spécial post-crise, se dressent des souffrances parfois inimaginables. Pour réduire le lot de misère que connaît le jeune département de Kani, la première dame Dominique Ouattara fait parler son cœur. Moment unique, Kani est sorti sur son meilleur jour pour venir écouter Yao Patricia Sylvie, la représentante de l'épouse du chef de l'État. C'est un message de solidarité à votre endroit. Un message pour vous dire que la première dame, votre sœur, travaille pour vous. Elle pense à vous jour et nuit. Et c'est pourquoi elle ne ménage aucun effort. Pour que les femmes dans leur ensemble, sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, soient heureuses et épanouies. Grand moment, l'émotion y a par moments rivalisé avec des mots de reconnaissance. Je suis le maire le plus heureux de cette rencontre de ce matin. Je ne me rappelle plus depuis quand on n'a pas d'ambulance à Morono. Quand vous voyez un malade attaché au dos d'un cycliste pour aller dans les grands centres, vous avez les larmes aux yeux. Nous avons pleuré pour l'ambulance et l'ambulance est là aujourd'hui. Croyez-moi, je suis heureux. La maternité de Djibrosso était vraiment dénudée d'équipement. Et donc avec les dons en matériel qu'on vient de faire à la maternité, en tout cas pour ce qui concerne la sous-préfecture de Djibrosso, nous sommes très heureux et cela vraiment va nous permettre de sensibiliser davantage les femmes pour qu'elles viennent accoucher dans les maternités. C'est un fonds d'appui aux femmes à hauteur de 50 millions de francs CFA qui est octroyé de la part de la première dame de Côte d'Ivoire. Vous l'avez rectifié, demain après-midi, le président de la République sera dans le Ourodougou, plus précisément à Séguéla, après son meeting de Touba dans la matinée. Maintenant, on s'intéresse à la tournée du ministre auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, dans le Ouroba, à la rencontre des populations. Guessambi Thomas. L'espoir ne sera certainement plus perdu pour les jeunes de la région du Béret. Environ 80 millions de francs CFA, c'est le montant du prêt que se partageront une dizaine d'associations et de groupements de jeunes, ainsi que des jeunes porteurs de projets individuels. Pour la première, après la décennie de la crise politico-sociale, Sidi Tiemoko Touré, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, effectue le déplacement de Mankono. Avec la BACI, l'État consacre un mécanisme de garantie de financement au profit de l'UNACOPECI en faveur des jeunes d'un montant total de 1,50 milliard de francs CFA. C'est la valeur totale que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition des jeunes dans un premier temps pour leur emploi. Le second niveau concerne la mise en service des COPEC auprès des jeunes pour les encadrer et leur apporter le soutien financier nécessaire à la création de leurs activités génératrices de revenus. Les prêts accordés aux jeunes seront de l'ordre de 100 000 francs à 700 000 francs à travers un processus intégré qui comprend notamment l'information des populations, l'enregistrement des candidats, la sélection des bénéficiaires, la formation des jeunes, la mise en place du crédit, l'encadrement et la mise en activité, et enfin le remboursement. Oui, La bonne nouvelle ne peut être que saluée par la population, mais plus singulièrement par les jeunes. Je remercie le président de la République pour son accompagnement des jeunes, pour l'emploi jeune.
Maintenant, nous lui disons merci. Nous allons faire bon usage de cet argent pour que nos frères en bénéficient. La dynamique baptisée Opération Agir pour les jeunes est le fruit d'une convention État Finance et Microfinance de Côte d'Ivoire. En plus des prêts accordés, le ministre Sidi Touré fait aussi don de plus d'une vingtaine de kits informatiques accompagnés de connexions Internet à hauteur de 22 millions de francs CFA. Un geste qui s'inscrit dans la campagne gouvernementale « Un citoyen, un ordinateur ». On termine dans la prière. Le directeur général des cultes, Bamba Messamba, a organisé un grand rassemblement interreligieux ce matin sur l'esplanade du centre culturel de Séguéla. Les différentes confessions religieuses ont prié pour la réussite de la visite du président de la République dans la région du Ourodougou. Notre reportage. Depuis plusieurs semaines déjà, le directeur général des cultes, Bamba Messamba, par ailleurs président de la commission chargée des autorités religieuses de la visite d'État du président de la République dans le Ourodougou, a pris l'initiative d'organiser des prières, des cultes et des lectures coraniques de toutes les confessions religieuses à Abidjan, à Séguéla et à Kani. Prières pour la réussite de la visite du président Alassane Ouattara, mais également pour la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'apothéose de ce grand rassemblement interreligieux était ce matin devant le centre culturel de Séguéla qui a vu la participation de toutes les confessions religieuses chrétiennes, notamment l'Église catholique, l'Église méthodiste unie et les assemblées de Dieu et tous les imams de la région. On a lu le Saint-Coran 170 fois. Et 170 fois, ça n'a pas de prix. J'ai à côté de moi le curé, j'ai des pasteurs. Ils ont réalisé leur octave, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, l'église méthodiste. Toutes les églises réunies ont prié pendant une dizaine de jours. Il y a eu une centaine de messes dans les différentes églises. Il y en a qui ont gêné tout ça pour que ce déplacement du couple présidentiel soit placé sous les meilleurs auspices. Les dignitaires religieux ont appelé solennellement tous les fidèles, toute la population du Ourodougou et de Côte d'Ivoire, musulmans comme chrétiens, à travailler main dans la main pour que l'entente, la cohésion sociale, la fraternité et la paix soient une réalité en Côte d'Ivoire, condition pour le développement du pays. Demain, le président de la République va animer le meeting de clôture de sa visite dans le Bafing. Le meeting va se tenir à Touba à 9h30. Ensuite, le chef de l'État sera à Séguéla, dans la région du Ourodougou, sous le coup de 12h. Et puis, il va présider le Conseil des ministres à la préfecture de Séguéla dans l'après-midi. Pour la suite de cette visite d'État historique, le vendredi 24 juillet, le chef de l'État sera en communion avec les populations de Mankono dans la matinée, les populations de Kounaïri dans l'après-midi. Le samedi 25 juillet, le président Alassane Ouattara sera à Dianra dans la matinée et à Kani dans l'après-midi. Et la grande finale est prévue à Séguéla le dimanche 26 juillet à 10h. C'est la fin de ce journal spécial. On se retrouve demain à 20h. Et fin du journal du Woroba, c'est la fin également de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h.